L'Université juive par les ondes, une nouvelle série d'émissions sur l'histoire de la langue hébraïque en compagnie de Mireille Hadas-Lebel, docteur d'État en histoire ancienne et directeur de la section hébraïque actuellement à l'INALCO. Mireille Hadas-Lebel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette série de 4 émissions consacrée au fond à toute l'histoire du peuple juif, l'histoire de la langue hébraïque. Ce qui n'est pas peu. Donc nous allons commencer aujourd'hui par l'histoire des origines, pour autant qu'on puisse tracer les origines. Pour un théologien, le problème des origines ne se pose pas, l'hébreu est né avec la création du monde. Pour un historien, pour un philologue, la question se pose dans des termes différents. Un historien se demandera à partir de quand l'hébreu est-il attesté dans des inscriptions archéologiques qu'on a pu retrouver. Un philologue se posera la question de savoir à partir de quand l'hébreu se différencie des autres langues de la même famille, c'est-à-dire des langues sémitiques. À ce propos, je voudrais faire une parenthèse qui me paraît importante sur le terme sémitique. Beaucoup de gens, lorsque je les interroge à brûle pour point, s'imaginent que ce terme remonte à la nuit des temps. On dit bien sûr, cela vient de Sem, le fils de Noé, comme si déjà au temps de Noé, c'est-à-dire avant le déluge, on avait une conscience linguistique, non seulement linguistique, mais aussi ethnique, parce que je m'aperçois que les Juifs eux-mêmes on finit par croire qu'il existait même une race sémitique. Et alors là, je le dis de la manière la plus claire, le mot sémitique existe depuis 1781 très exactement, où il a été employé pour la première fois. C'est un terme de linguiste, un terme tout à fait artificiel, qui a été inventé par un théologien allemand, parce que on commençait à prendre conscience, on avait même conscience depuis plusieurs siècles, de la parenté entre des langues comme l'hébreu, l'araméen, l'arabe, certaines langues éthiopiennes, le phénicien dont on a découvert des inscriptions au XVIIIe siècle, et on appelait ces langues-là tout bêtement orientales. Alors orientales, c'est vague, vous me l'accorderez. Donc, il fallait essayer de trouver un terme un petit peu plus précis. Le philosophe allemand Leibniz, qui s'intéressait aux langues, avait proposé langues araméennes. Mais araméen, ça avait l'air de privilégier un rameau de la famille aux dépens des autres, donc ça n'a pas été pris. Et lui-même utilisait pour les principales langues de l'Europe le terme de langue japhétique, c'est-à-dire qu'il recourait au nom d'un des fils de Noé. Vous voyez, vous n'auriez jamais eu l'idée d'appeler le français langue japhétique, l'allemand, le russe, langue japhétique. Et pourtant, c'est aussi, ça aussi vous fait sourire, c'est aussi inadéquat, si l'on veut, d'appeler langue sémitique. C'est aussi, sans mauvais jeu de mots, c'est aussi mythique. Hein. Le terme a eu une certaine fortune parce que il venait combler une lacune de terminologie. Et puis après, on a découvert en approfondissant la connaissance de l'Inde à la faveur de la colonisation britannique, que le sanskrit, langue de l'Inde, était apparenté aux principales langues de l'Europe. Et alors, au lieu d'appeler ces langues de l'Europe langues japhétiques, comme on avait le projet au début, on les appelait langues indo-européennes et quelquefois même langues aryennes, en leur donnant le nom d'une tribu indo-iranienne, les Aryas, dont les seuls survivants de nos jours sont les Ossètes du Caucase. Alors, ce sont des vérités fondamentales, historiques, vérifiables, que on a l'air d'avoir oubliées. Alors pourtant, ça remonte à 1 siècle et demi, 2 siècles, cette terminologie. Pourquoi? Je crois que la propagande nazie, entre autres, est passée par là et nous a fait croire qu'il existait véritablement des Aryens et des Indo-Européens. Mais donc, il n'existe que des langues sémitiques et que des langues indo-européennes. Ceci, maintenant, étant dit, je poursuis. Effectivement, ce sont
les grammairiens juifs du Moyen-Âge qui peut-être ont attiré l'attention le plus tôt sur la parenté entre hébreu, araméen, arabe, puisque ces grammairiens, dont beaucoup habitaient l'Afrique du Nord ou l'Espagne, connaissaient les 3 langues. Et puis ensuite, donc la famille s'est agrandie petit à petit, et au 19e et au 20e siècle, elle s'est agrandie des découvertes archéologiques très importantes qui ont été effectuées au 19e siècle sur le territoire de l'Assyrie, je dis bien en un seul mot, et de la Babylonie. Et on a ainsi découvert qu'il existait une langue sémitique qui s'écrivait en caractère cunéiforme, mais qui était apparentée à toutes les autres. Les racines sont très proches, bien que l'écriture soit tout à fait différente. J'aurai l'occasion de revenir sur ce problème de l'écriture. Et puis, au XXe siècle, on a encore agrandi la famille, mais on l'agrandit toujours avec des langues mortes, puisqu'on a découvert l'ougaritique sur le site de la ville d'Ougarit, qui a été florissante au XVe, XIVe siècle avant l'ère chrétienne, qui se situe près de Latakia en Syrie. On a fait également d'autres découvertes importantes, beaucoup plus récentes, alors en Syrie, sur un site qui s'appelle Ibla, d'où on a exhumé une langue qu'on appelle l'éblaïte. Vous avez peut-être entendu parler des fouilles archéologiques de Marie sur l'Euphrate, et on a trouvé là des noms de consonances sémitiques. On a donné à la langue à laquelle appartiendraient ces noms le nom d'Amorite, du nom du pays d'Amourou, qui est celui de la Syrie dans le passé. Donc on a découvert aussi des inscriptions sur l'ancien territoire de Moab ou en Jordanie, près d'Aman. Alors on a appelé ces sous-dialectes moabites et ammonites. Et voilà donc l'étendue, je crois que j'ai cité à peu près tout ce qui constitue la famille sémitique, ce qui est très peu par rapport à l'ensemble de la famille indo-européenne, qui est beaucoup plus vaste géographiquement, beaucoup plus diversifiée, et qui a l'avantage de comporter un très grand nombre de langues vivantes, alors que parmi les langues que j'ai citées, celles qui sont vivantes, c'est l'arabe bien entendu, et l'hébreu, mais on en est conscient depuis peu que l'hébreu est une langue vivante. L'hébreu est redevenu une langue vivante, et c'est précisément toute cette histoire extraordinaire que je vais raconter pendant les 4 cours qui me sont dévolus. Donc, voilà pour ce qui est des langues sémitiques. Il faudrait ajouter un mot pour dire que comme la famille était vraiment très restreinte, on a essayé de l'étendre et de créer un groupe camito-sémitique en revenant encore une fois à la Bible, puisque le 3e fils de Noé s'appelle Cam, on prononce Cam et non pas Cham, bien que ça s'écrive CH, et on a donc un groupe un petit peu plus large qui s'appelle le camito-sémitique, que l'on place en pendant de l'indo-européen. Alors ce camito-sémitique inclut l'égyptien ancien et le copte qui en est dérivé, le libico-berbère, donc la Libye et le berbère, on voit, c'est l'Afrique du Nord, et les langues tchadiennes. Certains veulent inclure des langues de l'Afrique. Alors, voilà pour les philologues. Maintenant, si je me tourne du côté de l'archéologie, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, depuis quand a-t-on des inscriptions dont on peut dire avec certitude qu'elles sont écrites en hébreu ? Alors là, je vais encore remonter dans un lointain passé et je vais vous parler des gloses de Tel el-Amarna. À Tel el-Amarna, qui se trouve en Égypte, on a trouvé une correspondance entre les pharaons, ça date de l'époque de Toutankhamon à peu près, enfin quelques années avant, les pharaons et des roitelets du sud du pays de Canaan. Cette correspondance, chose étrange, n'est ni en égyptien ni en cananéen, mais en akkadien, c'est-à-dire en assyro-babylonien, qui était la langue diplomatique de l'époque. Et c'est écrit par conséquent en caractère cunéiforme, mais en marge, il y a quelques mots qui ont été repris, comme si on avait traduit en marge pour plus de certitude certains termes. C'est ce qu'on appelle les gloses de Tel el-Amarna. Et on s'aperçoit que dans les lettres envoyées par les princes cananéens au pharaon, il y a des mots qui ne sont pas de l'akkadien, mais qui correspondent à un dialecte qui ressemble beaucoup à de l'hébreu.
Par exemple, on trouve la forme baniti, qui correspond à l'hébreu, j'ai construit. Et donc, ces gloses, ce qu'on appelle ces gloses de Tel El Amarna, constituent la première attestation, je n'ose pas dire de l'hébreu, mais de quelque chose qui ressemble beaucoup. À quelle date Bon, je vous dis, c'est 14e siècle avant l'ère chrétienne, et ce n'est pas un texte continu, ce sont juste des mots isolés. Alors, pour les inscriptions qui plus continues, il faut arriver vers 950 environ, sous le règne de Salomon, où on a découvert une sorte de liste des mois de l'année avec les opérations agricoles correspondantes. C'est le calendrier de Gézer, découvert à Gézer, donc dans le sud du pays. Et là encore, est-ce bien de l'hébreu? On a une liste, comme je vous l'ai dit, pas de forme verbale qui permette d'assurer avec certitude qu'il s'agit d'hébreu. Mais dès le siècle suivant, donc 9e siècle, entre le 9e siècle et le 6e siècle avant l'ère chrétienne, bien sûr, nous avons des inscriptions pas extraordinairement nombreuses parce que le pays a été très ravagé. Mais certaines sont particulièrement intéressantes historiquement, notamment celle qui date de 721, qui a été découverte dans le tunnel de Siloé. Vous savez, c'est un canal qui détournait les eaux d'une petite rivière de façon à permettre aux habitants de Jérusalem de supporter un siège long sans manquer d'eau. Et dans ce tunnel de Siloé, on a trouvé en 1880, c'était des enfants qui jouaient là, une inscription appliquée contre le mur disant que les constructeurs du tunnel s'étaient rencontrés là au milieu. Vous savez, comme on a construit le tunnel du Mont Blanc, le tunnel sous la Manche, on a rencontré pic contre pic. L'inscription a été détachée depuis, on peut la voir au musée d'Istanbul, d'ailleurs comme le calendrier de Gézer, puisque ça se passait à l'époque ottomane. Et puis on a aussi des lettres écrites à l'encre sur ostraca, c'est-à-dire sur des tessons de poterie qui datent de l'avancée de Nabuchodonosor au moment où il allait conquérir Jérusalem. Donc voilà, des documents historiques de première importance. Et très récemment encore, on a découvert une petite grenade en ivoire qui devait appartenir à un sceptre, sur lequel est inscrit au Kohanim, au prêtre. Également, sur un petit rouleau d'argent exposé au musée de Jérusalem à l'heure actuelle, la bénédiction des Kohanim, Birkat Kohanim, 7e siècle, gravée sur de l'argent. Mais il faut que je précise que l'écriture dans laquelle se présentent toutes ces inscriptions pré-exiliques, c'est-à-dire antérieures à l'exil de Babylone qui se situe en 586 avant l'ère chrétienne, se présente donc dans une écriture qui n'est pas celle que nous connaissons. L'écriture hébraïque originelle est une écriture qui ressemble à s'y méprendre à l'écriture phénicienne, c'est-à-dire l'écriture alphabétique qui est la mère de tous les alphabets connus. Il y a quelque chose, cette région du Proche-Orient qu'est né l'alphabet. C'est vrai qu'on dit souvent que ce sont les Phéniciens qui ont inventé l'alphabet. On n'en est pas sûr. On sait que les Phéniciens ont transmis l'alphabet aux Grecs. L'invention de l'alphabet, c'est quelque chose qui se perd dans la nuit des temps. Mais c'est une invention extraordinaire parce que elle a permis de démocratiser la culture, si je peux dire. Effectivement, songez à l'Égypte, il y avait des castes de scribes, car il fallait apprendre des centaines et des centaines de signes complexes, qui d'ailleurs pouvaient avoir des valeurs différentes. Il y avait également des centaines de signes cunéiformes. Nous savons qu'actuellement en Chine, il faut apprendre 2000 idéogrammes au minimum pour pouvoir lire, et que les lettrés peuvent en connaître 25 000. On comprend que dans ce cas, il y a eu des castes de mandarins. Tandis que lorsque vous avez 22 lettres comme dans l'alphabet hébraïque, l'alphabet hébreu est un alphabet consonantique. Les voyelles, qui sont des éléments mobiles, en hébreu d'ailleurs on les a appelés tnoa, vous voyez, mouvement, ne se notent pas. Et c'était un inconvénient pour les Grecs qui ont emprunté l'alphabet phénicien, puisque une des premières choses qu'ils ont faites, ça a été d'adapter cet alphabet à leurs besoins. C'est ainsi que Aleph est devenu alpha, que He est devenu E, epsilon,
que Het est devenu Eta, que Ein est devenu O, et le O que nous utilisons actuellement est d'ailleurs beaucoup plus proche. C'est dommage que je ne puisse pas faire un dessin pour ceux qui m'entendent. Est tout à fait proche du Ein d'origine, puisque effectivement Ein signifie œil en hébreu et dans les langues apparentées, et qu'à l'origine nous avions affaire à des pictogrammes, c'est-à-dire des dessins qui représentaient des objets comme Beit, qui était Bait, la maison, et donc la valeur de la lettre correspondait à l'initiale du nom de l'objet représenté, B comme Bait, E comme Ein, P comme P qui signifie la bouche, Me comme Mem qui à l'origine se représentait comme une série de vaguelettes, c'est Maim, l'eau, et ainsi de suite. Et voilà, donc en ce qui concerne l'origine de l'alphabet, qui est une origine pictographique, je dois ajouter un petit mot sur le sens, c'est-à-dire la direction de droite à gauche ou de gauche à droite. En hébreu, ça s'est fixé de droite à gauche. En grec, ça s'est fixé de gauche à droite, mais il y a eu un temps d'hésitation puisqu'on connaît des inscriptions grecques qui commencent de gauche à droite, qui se poursuivent de droite à gauche et ainsi de suite en boustrophédon, c'est-à-dire comme un bœuf qui laboure son champ et qui bien entendu ne repart pas au début du sillon une fois arrivé au bout du champ. Donc le sens ne signifie strictement rien, c'est quelque chose de purement conventionnel. On peut écrire dans tous les sens, y compris de haut en bas ou de bas en haut. Nous on en a des traces dans des inscriptions anciennes sur des pointes de flèches. Alors voilà donc l'hébreu en 586 au moment de l'exil s'écrit comme le phénicien, comme le moabite, voir par exemple en moabite la fameuse stèle de Mésa qui se trouve au Louvre et qui raconte une victoire de Moab sur Israël. Bon, évidemment, c'est vu d'en face, si je peux dire. Mais l'écriture carrée telle que nous la connaissons n'apparaît qu'après l'exil. D'ailleurs, il y a une longue période pour laquelle nous sommes sans inscription, sans documentation. Et si elle apparaît après l'exil, il y a une raison très précise à cela, c'est que précisément les Hébreux l'ont adoptée en exil, parce que c'est la forme qu'avait pris l'alphabet chez les Araméens, une population qui vivait aux confins de la Syrie et de la Mésopotamie et qui a eu une influence culturelle considérable dans la région. Et donc, la forme des lettres étant plus régulière, plus jolie, a été préférée et rapportée au retour de Babylone. Eh bien, c'est sur ces quelques mots que se conclut cette première émission, je vous le rappelle, consacrée à l'histoire de la langue hébraïque. Aujourd'hui, nous évoquions avec Mireille Hadas-Lebel les origines de l'hébreu. Nous nous retrouverons pour notre prochaine émission et notre sujet sera consacré à l'hébreu biblique et l'hébreu de la Mishnah.